Alors, bonjour à tous. Déjà, je voulais remercier tout le comité pour les belles journées qu'ils nous ont organisées cette semaine. Bon, je viens d'arriver, mais j'ai eu des retours, apparemment, c'est très bien. Ça s'est très bien passé déjà en début de semaine. Et puis, merci aussi pour l'invitation. J'en suis très honoré. Alors, ça, c'est une vieille habitude de prof hein, en université. J'ai pas du tout l'habitude de rester statique à un micro. J'ai plutôt l'habitude de me balader, donc, mais j'ai une voix qui porte, donc ça devrait aller. Non, non, non. Non? Ah bon? D'accord. Tu vas faire la star. Mais j'aime pas faire la star. Ah bah, c'est quoi? Heureusement, c'est pas comme dans les années 80, on a un fil, on se prend les pieds dedans. Bon. Donc ouais, donc ça c'est une vieille habitude d'enseignant, c'est que voilà, j'aime pas trop être agrippé. Donc oui, effectivement, en préambule, je vais essayer de vous présenter un petit peu ce que c'est que la paléoclimatologie et la paléo-océanographie. Donc je travaille à l'université de Bordeaux et effectivement, on travaille essentiellement sur les isotopes stables des carbonates, mais pas que. Et dans cette lecture, je vais essayer de faire un petit résumé de ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas d'ailleurs sur les isotopes stables des carbonates en paléoclimatologie et paléocéanographie. Alors justement pour commencer, vous avez ici en bas un très très court résumé de l'histoire de la Terre avec une courbe de température. Alors bon, elle vaut ce qu'elle vaut, mais en tous les cas une courbe de température, je ne sais pas si vous voyez très bien en jaune, avec les périodes froides et périodes chaudes, chaudes en rouge en haut et froide en bleu-violet en bas. Comment cette courbe a-t-elle été obtenue? Eh bien, justement, on le doit en partie, pas que, mais en partie, au delta 18 de certains carbonates marins. Et donc, on va essayer de voir un petit peu comment on a construit tout ça. Alors, effectivement, on va parler du cycle hydrologique, parce qu'on va parler d'océanographie. Mais évidemment, l'océan n'est pas déconnecté du continent. Il y a tout le cycle hydrologique qu'il faut considérer. L'eau est important, évidemment, hein, l'eau c'est la vie. Molécule H2O, donc on pourrait parler de deutérium, l'isotope de l'hydrogène, je n'en parlerai que très très peu. Je vais me concentrer surtout sur l'oxygène, avec deux isotopes en particulier, l'oxygène 16 et l'oxygène 18. Et alors dans ce cycle hydrologique, il y a des échanges entre les différents réservoirs, entre la glace et les océans, par exemple, avec la fonte de glace, des charges d'iceberg ou autres, qui est représentée ici en bleu. Vous avez aussi des échanges entre l'atmosphère et l'océan, qui est entouré par des petits cercles violets ici. Alors ça peut être des précipitations effectivement sur le continent, ça peut être de l'évaporation ou des précipitations sur l'océan. Et puis vous avez aussi des échanges du style ruissellement ou infiltration dans le sol. Et bien, tous ces échanges finalement sont enregistrés dans des archives géologiques. Et comme on parle de paléoclimatologie ou paléo-océanographie, le paléo signifie qu'on va regarder dans le passé et à savoir comment ce cycle et comment ces différentes composantes ont pu évoluer dans le temps. Et donc, comment on peut savoir ça? C'est tout simplement que ce cycle a laissé des empreintes dans certaines archives géologiques. Et celle qui va nous intéresser, c'est les archives sédimentaires marines, essentiellement. Alors, ces empreintes, elles sont sous quelle forme? Eh bien, en particulier, c'est à peu près le même schéma, un petit peu plus compliqué, parce qu'on a rajouté les isotopes, justement. Alors, non pas le deutérium, mais vous avez ici surtout un petit résumé du cycle hydrologique et des fractionnements isotopiques de l'oxygène dans ce cycle hydrologique. Alors, pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, rassurez-vous. Vous retrouvez ces mêmes cercles de couleurs avec un code couleur que vous retrouverez. Hein. Ce qui va nous alors, on pourrait effectivement imaginer travailler sur les carbonates terrestres qui, à leur manière, enregistrent un signal isotopique qui a un lien fort avec les précipitations, mais pas que. On le verra demain matin pour ceux qui viendront au short course. Aujourd'hui, je vais m'intéresser essentiellement au domaine marin et à savoir comment le rapport isotopique de certains carbonates marins peuvent enregistrer des paramètres importants pour le cycle de l'eau, comme par exemple les températures, les salinités ou le volume de glace continentale. Je te passe tes slides. Ah, d'accord, merci. Alors oui, comme je ne connais pas du tout l'audience, alors cette partie va peut-être endormir si vous n'avez pas pris de café.
ou embêtés, d'autres ce sera peut-être nouveau. Je ne sais pas du tout si vous êtes familier avec la paléocénographie, mais en gros, comment fait-on pour récupérer des sédiments au fond des océans? C'est relativement simple, hein. On prend un beau bateau, ici le Marion Dufresne. On envoie par le fond des gros tubes d'acier creux qui, par gravité, vont s'enfoncer dans le sédiment. C'est en général de la boue. Et effectivement, on récupère ensuite une carotte de sédiments marins. Alors, vous voyez, le fond de l'océan est truffé de trous. On a récupéré plein de carottes, et là encore, ce n'est que une compilation de sites. Alors en plus, c'est uniquement les sites récupérés par le programme Drilling Project. Donc entre 68 et 83, depuis on en fait encore plus. Et vous voyez que c'est effectivement un véritable gruyère. Et alors, quel est l'intérêt? Pourquoi on va récupérer ces sédiments? C'est tout simplement, ces sédiments, c'est quoi? C'est en gros une accumulation de choses qui se sont déposées au fur et à mesure du temps. Et là, vous avez quelques exemples que l'on va voir tout de suite après, de micro-organismes carbonatés, des foraminifères, qui vont, pendant leur vie, suivre un certain cycle. Alors ça peut être en surface de l'océan ou en fond de l'océan, mais qui à leur mort vont sédimenter tout doucement au fond et faire des strates avec un rythme différent en fonction de la productivité de surface. Si vous êtes dans un océan qui est très productif, vous avez beaucoup de ces organismes carbonatés, et bien vous allez avoir par année un taux d'accumulation important. Si par contre vous allez, par exemple en plein cœur du Pacifique, dans des zones très pauvres, à très faible productivité, eh bien vous allez avoir beaucoup moins de vie, et du coup, il va s'accumuler beaucoup moins de sédiments par année. Alors ça c'est intéressant parce que nous ce qu'on veut c'est remonter dans le temps, et pour les zones à fort taux d'accumulation, finalement vous n'allez pas pouvoir remonter très très loin dans le temps avec des carottes qui peuvent faire 70 mètres ou autres. Par contre, pour des carottes qui ont à peu près la même taille, eh bien, vous allez pouvoir remonter beaucoup plus loin dans le temps, dans des zones où le taux de sédimentation est relativement faible. Alors évidemment, il faut trouver l'équilibre entre un taux trop faible, où on ne va pas pouvoir analyser parce que trop peu de matériel, et un taux trop élevé qui ne nous permet pas de remonter très très loin dans le temps. Alors depuis, on sait à peu près où aller pour récupérer des carottes au bon taux de sédimentation. Tout dépend de ce que vous voulez analyser, évidemment, dans le temps. Alors qu'est-ce qu'il y a lorsqu'on récupère une carotte de sédiments marins à bord? Déjà, on peut voir à l'œil nu des différences de couleurs, et ces différences de couleurs peuvent être interprétées, en tous les cas en première approximation, comme étant un reflet du taux de carbonate dans ces sédiments. Vous savez sans doute, si vous vous souvenez de vos cours de primaire, secondaire, le calcaire c'est une roche qui est relativement claire, relativement blanche. Les carbonates c'est effectivement des organismes qui sont en général relativement clairs, et du coup, si vous avez un fort pourcentage de carbonate dans vos sédiments, vous allez avoir des couleurs plutôt claires, et si vous avez un faible taux de carbonate, vous aurez des couleurs plutôt sombres. Évidemment, ce n'est pas une loi absolue. On peut trouver ça dans certains océans, Atlantique Nord par exemple, ou d'autres océans. C'est pas toujours vrai, mais on va se baser là-dessus pour un premier démarrage. Et alors, ces carbonates, quels sont-ils? Justement, je vais vous en présenter deux, essentiellement, sur lesquels on peut retrouver les tests carbonatés, donc les coquilles qui ont sédimenté, et sur lesquels on peut du coup faire des analyses isotopiques, de delta 18 entre autres. À ce propos, je tiens à vous présenter quelqu'un qui a été très important pour notre communauté, c'est Alcide Dorbigny. Alors, il n'est pas étranger à Brest, puisqu'il a embarqué en 1826, il avait 24 ans à l'époque, à Brest, sur une corvette qui s'appelait la Meuse, et il est parti pour 7 ans de découverte à travers le monde. Ça l'a amené jusqu'en Amérique du Sud, etc. Et puis il a collecté un certain nombre de sable. Au début, c'était une collection de sable qu'il faisait sur pas mal de plages autour du monde, et il s'est rendu compte que dans ce sable, il y avait des petits organismes qui s'appellent donc des foraminifères, des êtres unicellulaires qui fabriquent des coquilles. Différentes espèces, vous voyez la diversité des espèces est ici représentée par la diversité des formes. Chaque espèce donne une forme différente à sa coquille. Et du coup, vous avez un certain nombre de foraminifères. Alors, les noms latins sont un peu barbares pour les néophytes, mais par exemple, vous avez ici Globigérinoides ruber,
on va l'appeler G. Ruber, ça sera beaucoup plus simple. Ou alors, par exemple, Vigelina peregrina, qui ressemble un peu à un régime de banane. Donc vous avez des formes différentes qui correspondent à des espèces de foraminifères différents. Et alors du coup, ça c'est la première espèce de carbonate marin qui va nous intéresser. Ce sont des êtres microscopiques, hein, donc il faut en général une loupe bino pour les reconnaître. Il y en a un deuxième type qui sont beaucoup plus, encore plus petits, qui s'appellent les coccolithophoridés, qui eux aussi vont fabriquer des coquilles calcaires et sur lesquelles on commence à faire des analyses isotopiques. Évidemment, il en faut une grande quantité puisqu'ils sont vraiment très très petits en taille, beaucoup plus petits. Vous voyez, il y a 20 micromètres pour l'échelle qui est ici par exemple. Ça vous donne une idée un petit peu de la taille de ces organismes-là. Alors pourquoi sont-ils intéressants? Avant d'entamer les isotopes, ce qui nous intéresse aujourd'hui, je vais m'intéresser surtout aux foraminifères. Il y a une chose qui est très intéressante, c'est que chaque espèce de foraminifère vit dans des conditions très particulières. Vous allez vous balader dans les océans aujourd'hui, en surface, vous faites des pêches, vous allez récupérer un certain nombre de foraminifères, et si vous regardez un petit peu l'abondance de telle ou telle espèce de foraminifères, vous allez vous rendre compte bien que certaines espèces sont très abondantes dans les eaux équatoriales, typiquement par exemple le fameux G. Ruber dont on a parlé tout à l'heure. Vous voyez ici, c'est une abondance relative en fonction de la température, et vous voyez que le maximum d'abondance se tient pour des eaux qui ont une température aux alentours de 27-28 degrés. Ça c'est intéressant, ça veut dire que si dans une couche de sédiments, vous trouvez 80% des foraminifères sont de l'espèce G. Ruber, ça veut probablement dire qu'à cette époque-là, à l'époque où la couche s'est déposée, eh bien les eaux dans lesquelles ont vécu ces foraminifères étaient aux alentours de 27-28 degrés. Donc on a une première approche, on est capable de récupérer déjà une information sur le passé, c'est la température de l'eau, avec cette méthode-là. Alors si vous allez vous balader dans des eaux un petit peu moins tropicales, un petit peu plus de latitude moyenne, vous allez trouver une autre espèce, par exemple le G. buloides, où là vous voyez le pic d'abondance est plutôt entre 20 et 22 degrés. On peut passer les deux suivantes, on va passer. On va s'intéresser directement aux isotopes. Donc là, c'était juste en regardant la forme des foraminifères, leur abondance dans des couches sédimentaires. Maintenant, on va essayer d'aller un peu plus en détail et de regarder la composition isotopique de ces fameux foraminifères. Alors, il y a eu pas mal d'études, hein, les études isotopiques sur les foraminifères ont au moins 40 ans, si je me trompe, ou peut-être voire même 50 ans. 2014, oui, donc ça commence à faire. Et pas mal de gens ont commencé à travailler sur la composition isotopique de ces coquilles carbonatées de foraminifères. Alors en gros, le principe est relativement simple. Vous êtes un foraminifère. Vous voulez fabriquer votre coquille de calcaire, donc vous avez besoin de calcium, vous avez besoin de carbone, vous avez besoin évidemment d'oxygène. Et autour de vous, vous avez de l'oxygène à foison. H2O, hein, l'eau. Et par contre, cet oxygène qui est à votre disposition dans l'océan, il y a des isotopes, oxygène 16, un isotope léger, et puis un oxygène un petit peu plus lourd, l'eau 18. Alors évidemment, vous en tant qu'organisme, vous allez essayer d'aller là où ça va vous demander le moins d'énergie. Et évidemment, on peut intuitivement comprendre que ça demande un peu moins d'énergie de prendre de l'oxygène léger que de l'oxygène lourd. Alors, c'est extrêmement simpliste ce que je viens de vous dire, c'est pas aussi simple que ça, mais globalement, on comprend que lorsque vous allez analyser la composition isotopique de votre test carbonaté, ça va rendre compte, quelque part, de la composition isotopique de l'eau de mer environnante. Mais pas que. Il y a également un autre paramètre qui va jouer dans le fractionnement isotopique, c'est-à-dire la quantité d'oxygène liquide que vous allez incorporer en tant que foraminifère, c'est également la température de l'eau dans laquelle vous vivez. Donc, en première approche, je vais juste rappeler une formule de base que vous connaissez tous. Donc, ce sont des isotopes stables, hein, je le précise, il n'y a pas de dégradation de radioactivité là-dedans. Donc, si on s'en tient à cette première approche, et c'est ce que l'on fait un certain nombre de chercheurs déjà, vous voyez, dans les années 70, ils ont essayé de regarder un petit peu la valeur d'éclosion de plusieurs foraminifères qui vivaient à plusieurs profondeurs différentes. Et vous le savez, dans la colonne d'eau, si vous vivez en surface, si vous vivez sur la thermocline ou en dessous, vous n'avez pas la même température.
Et du coup, si le delta O18 de ces foraminifères dépend bien de la température de l'eau, on devrait trouver des valeurs isotopiques différentes. C'est effectivement ce qu'ils ont trouvé. Et alors, en travaillant un petit peu plus en détail, certains d'entre eux ont même mis à jour des équations reliant d'un côté le delta O18 de la calcite, c'est-à-dire de la coquille de foraminifère, avec d'une part la température de l'eau, et d'autre part le delta O18 de l'eau de mer. Donc ça, c'est une formule ça c'est la formule de Shackleton, qui a été éditée en 1974, et que pas mal ont utilisé et même adapté. Alors, quand on est paléosonographe, on est content, on a une belle carotte, on l'a datée, donc on sait à peu près chaque couche sédimentaire que l'on a récupérée, on sait à peu près à quel moment cette couche s'est déposée, on en extrait les foraminifères, on mesure leur delta O18, et là on est embêté, parce qu'on a une mesure que l'on connaît puisqu'on l'a mesurée à une certaine époque sur Terre. Par contre, personne n'était là à l'époque pour vous dire quelle était la température de l'eau ou alors quelle était la valeur delta O18 de l'océan. Et du coup, on arrive à une équation avec une mesure que l'on connaît et deux inconnus. Alors une équation à deux inconnus, ça ne marche pas. Il faut trouver un petit détour. Soit il faut trouver le moyen d'avoir la température des eaux par ailleurs, soit il faut trouver le moyen d'avoir le delta O18 de l'eau de mer à l'époque par un autre moyen. Alors vous allez me dire si vous avez bien suivi, si vous avez pris un café, vous n'allez pas vous endormir, et du coup vous allez me dire, bah oui, mais on vient de voir que justement, en regardant juste les foraminifères et leur pourcentage, leur abondance, on était capable de reconstituer une température de l'eau. Donc ça va nous être très utile parce que du coup on va mesurer le delta O18 dans une espèce de foraminifère donnée. On va, pour cette même couche, regarder non pas seulement une espèce, mais toutes les espèces et leur abondance respective, et on va pouvoir calculer, estimer une température des eaux à cette époque-là. Et du coup, on n'a plus qu'une inconnue qui est le delta O18 de l'eau de mer. Du coup, cette formule-là va nous permettre de calculer un delta O18 de l'eau de mer à l'époque, avec la mesure faite et l'estimation des températures grâce à l'abondance relative de ces fameux foraminifères. Donc voilà pour une première approche. Alors voilà, je vous rappelle, l'incertitude sur ces températures, je ne parlerai pas beaucoup d'incertitude, on en parlera beaucoup demain lors du short course, mais les incertitudes sont de l'ordre de 1 à 2 degrés. C'est pas mal pour des choses qui se sont passées il y a 1000 ans, 2000 ans, voire 65 millions d'années. Et oui, vous allez le voir, on a des carottes sédimentaires qui nous permettent de remonter jusqu'à l'époque des dinosaures. Donc c'est quand même pas mal comme incertitude. Alors il y a d'autres moyens de reconstituer la température. Je vous en montre deux très rapidement. Oui, très rapidement. On peut aussi, sur ces mêmes foraminifères, non pas faire des isotopes, non pas le delta O18 de ces coquilles, mais le pourcentage de magnésium par rapport au pourcentage de calcium dans ces coquilles. Donc là, c'est un rapport élémentaire et non pas isotopique. Et on voit qu'entre le rapport magnésium sur calcium de certains foraminifères et la température, alors pareil, vous avez ici avec différentes couleurs, différents foraminifères, on a pu mettre au point des courbes de calibration qui permettent de mettre en relation la mesure que l'on peut faire sur la coquille, de magnésium calcium par exemple, avec la température estimée. On passe deux fois. Voilà. Donc du coup, on est relativement content parce qu'on a une mesure de delta O18 faite sur un foraminifère. On peut estimer la température de l'eau. Et puis on peut trouver le delta O18 de l'eau de mer. Donc c'est très bien. Sauf que, ça serait trop simple, le delta O18 de l'eau de mer, il dépend pas, enfin lui aussi, dépend de deux autres paramètres importants qui sont la salinité d'un côté et le volume des glaces continentales de l'autre. Alors c'est vrai que j'ai pas pris le temps de vous le dire en introduction, mais vous le savez déjà, la Terre a parcouru des périodes froides, des périodes chaudes, des périodes glaciaires, interglaciaires, et l'un des gros changements que la planète a connu lors de ces périodes glaciaires, interglaciaires, c'est la quantité de glace déposée sur les continents, en général au pôle, proche des pôles en tout cas. Et donc ce volume de glace va pouvoir effectivement influencer le delta O18 de l'eau de mer. Alors, ça complique un peu l'affaire, et du coup, on s'est dit comment on va pouvoir essayer de régler ce problème-là, et comment on va pouvoir estimer le delta O18 de l'eau de mer, en s'affranchissant
d'autres paramètres. Imaginez que vous n'ayez aucun moyen, par exemple, de constituer la température de l'eau de mer. Alors, en réfléchissant un peu, on se dit, oui, tiens, c'est vrai, c'est intéressant, il y a des foraminifères qui vivent dans les eaux de surface, on les appelle les planctoniques. Désolé, c'est en anglais, je n'ai pas fait la traduction, c'est pas bien. Donc les foraminifères planctoniques, c'est ceux qui vivent en surface essentiellement, et puis il existe aussi des foraminifères qui sont dits benthiques, qui vivent eux au fond des océans, par 2000 mètres, 3000 mètres de fond. Alors, si je reprends le petit schéma du bas, le deltoïde des foraminifères dépend de la température, du volume de glace et de la salinité. Donc 3 paramètres en une seule mesure. Là encore, là, ça complique encore plus, hein, c'est plus une équation à 2 inconnus, c'est une équation à 3 inconnus. C'est ce qui se passe effectivement pour les planctoniques, hein. Vous êtes en surface, il suffit qu'il y ait un gros orage qui arrive, de l'eau douce qui vous tombe sur la figure, et du coup, la salinité de surface change. Si la salinité de surface change, vous changez le deltoïde de l'eau dans laquelle vous vivez, et donc votre valeur deltoïde de foraminifère change. Pareil, entre le jour et la nuit, le soleil colle ou le soleil disparaît. Donc la température de l'eau en surface va elle aussi changer de façon très rapide. Et donc, de la même façon, si vous changez la température de l'eau, vous allez changer la valeur, le rapport isotopique au sein de votre coquille. Ça, c'est le cas pour la surface. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes à 2000-3000 mètres de fond? Dans certains océans, pas dans tous, mais dans certains océans, il y a des zones dans lesquelles, effectivement, à 3000 mètres de fond, les variations de température, ça va, c'est négligeable, c'est de l'ordre de 0,1, 0,2, 0,3 degrés. Pas beaucoup de variations, donc à la limite, on pourrait peut-être s'en affranchir en disant, finalement, les variations de température au fond, elles sont négligeables. Et puis, pareil pour la salinité. Dans certains océans, quand vous êtes à 3000 mètres de fond, il n'y a pas vraiment de raison de changer la salinité des eaux de fond. Du coup, en première approximation, évidemment c'est entaché d'erreur, on le verra surtout demain, eh bien si vous faites la mesure du deltoïde sur les foraminifères benthiques, ceux qui vivent au fond, vous vous dites que finalement, oui, cette valeur, cette mesure dépend de 3 paramètres, mais finalement il y en a 2 qui sont négligeables, dont les variations sont tellement faibles qu'elles peuvent être négligeables. Et du coup, on pourrait éventuellement assimiler la valeur du foraminifère benthique, celui qui vit au fond, à uniquement la valeur liée à un changement de volume de glace continentale. Alors, c'est ce que l'on va voir, effectivement, si on fait ça. Alors, comment déjà la valeur du deltoïde de l'eau de mer et donc du foraminifère peut dépendre du volume de glace? Deux situations. Situation d'un maximum glaciaire, donc une période glaciaire. Situation aujourd'hui, dans une période interglaciaire. Vous avez ici le continent, l'océan et puis la glace. Alors, on sait par ailleurs que la glace continentale a une valeur très très faible du delta O18. Si vous mesurez le deltoïde de la glace, oui, la glace c'est de l'eau, hein, donc H2O, vous prenez l'oxygène, vous mesurez le deltoïde de cette glace et vous vous rendrez compte qu'effectivement ce sont des valeurs très très négatives. La glace continentale est très appauvrie en oxygène par rapport à l'eau de mer. Et donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on passe d'une période glaciaire à une période interglaciaire? Eh bien, on va fondre cette glace et l'eau de fonte, elle va où? Tout simplement, elle va dans l'océan. Deux conséquences. Première conséquence, élévation du niveau des mers. Je pense que je ne vous apprends rien. Mais deuxième conséquence, d'un point de vue isotopique, on a un effet de dilution. Et un océan qui avait des valeurs isotopiques plutôt positives, alors j'ai distingué océan de surface et océan de fond, pour distinguer les planctoniques des benthiques, mais globalement, une valeur de plus 2 dans un océan glaciaire, on va dire, eh bien, passe à une valeur de 0 pour 1000 dans un océan interglaciaire. Donc on voit bien l'effet de dilution isotopique qu'a le changement de volume de glace sur les continents quand on passe d'une période glaciaire à une période interglaciaire. Et du coup, on a des courbes isotopiques. Si on mesure sur une seule carotte, on ne sélectionne que des foraminifères benthiques. On mesure le deltoïde de ces foraminifères benthiques. On obtient un delta-O18 de foraminifères benthiques. Vous avez ici une courbe, donc ici, en abscisse, le delta-O18 de foraminifères benthiques. Et puis ici, vous avez en ordonnée l'âge, comme si c'était en profondeur, mais traduit en âge. Eh bien, vous avez une courbe de variation isotopique sur les derniers 65 millions d'années. Donc oui, on atteint quasiment l'ère des dinosaures. Donc on a une courbe delta-O18 de l'eau de mer, de l'océan, qui traduit en fait une variation de quantité de glace continentale
sur les derniers 65 millions d'années. Alors on peut faire un zoom, hein, on peut faire un zoom sur, par exemple, les derniers 3 millions d'années, c'est ce que vous avez ici. Et puis on peut aussi faire un zoom sur les derniers 400 000 ans. Ce sont des courbes isotopiques que certains d'entre vous connaissent bien, et qui sont à la base de ce qu'on appelle la stratigraphie de carottes sédimentaires marines, pour qui veut faire de la paléocéanographie ou de la paléoclimatologie, avec les deux situations, période glaciaire et période interglaciaire. Donc ces courbes, alors évidemment, ces courbes-là, c'est une courbe delta 18 benthique qu'on interprète en termes de variation de volume de glace. N'oubliez pas qu'il peut y avoir des petites variations, peut-être, ou des petites incertitudes, car le delta O18 dépend peut-être aussi un tout petit peu des températures de fond de l'eau de mer, et peut-être un tout petit peu des variations de salinité des eaux de fond également. Moyennant quoi, on va peut-être regarder un petit peu ce qui se passe. Ces variations, on peut les interpréter de façon assez simple. Alors typiquement, vous avez ici des variations où alors, je vous le rappelle, lorsque vous avez une forte valeur du delta O18 benthique, cela signifie que vous avez beaucoup de glace sur les continents, alors que lorsque vous avez une valeur faible, donc à droite de votre graphe du delta O18 benthique, cela signifie qu'au contraire, vous n'avez quasiment pas de glace ou très peu de glace sur les continents, puisque cet effet de dilution est lié à la fonte des glaces. Donc une dilution, ça va dans ce sens-là. D'accord ? Donc globalement, lorsque vous avez comme ça des petits à-coups, ici typiquement c'est une période où il n'y a quasiment pas de glace sur les continents, c'était aux alentours de 55-50 millions d'années dans le passé. Et puis là par exemple, vous voyez là une période géologique bien connue qui s'appelle l'Oligocène, pendant laquelle effectivement vous avez une augmentation, excusez-moi, assez importante du delta O18 benthique. Ça veut dire donc qu'on a pas mal de glace sur les... apparition de glace sur les continents. Et ceci a été expliqué, ou en tous les cas interprété par certains, par exemple, c'est l'époque à laquelle l'Antarctique se détache du continent sud-américain, et où du coup on a une circulation océanique qui se met en place autour du continent antarctique, et qui isole un petit peu climatiquement ce continent antarctique, ce qui fait que ça va favoriser la prise en glace du continent antarctique, donc effectivement un volume de glace qui va croître de façon plus importante pendant cette période-là. C'est une des explications qui a été trouvée pour cette période-là. Donc là, une première glaciation, on va dire, avec une apparition de volume de glace important à l'époque de l'Oligocène. Et évidemment, ça concerne aussi l'époque assez récente du Quaternaire, où on a une succession de périodes glaciaires, interglaciaires assez abruptes qui arrivent. Et ça aussi, ça a été expliqué. Cela correspond, pour certains en tous les cas, à l'ouverture à la fermeture du passage de Panama, donc en gros la fermeture entre le continent nord-américain et le continent sud-américain. Avant cette fermeture, eh bien, on avait finalement un échange océanique entre l'océan Pacifique et l'océan Atlantique, de façon assez commune au niveau de l'équateur, c'est-à-dire qu'on avait un échange de chaleur important de façon équatoriale entre ces deux océans. Et puis lorsque vous fermez ce passage, eh bien, d'une circulation est-ouest, vous passez à une circulation latitudinale nord-sud, avec, entre autres, la mise en place de courants de surface qui vont venir se réchauffer dans le golfe du Mexique, par exemple, le fameux Gulf Stream dont on a beaucoup parlé, avec une circulation de ce Gulf Stream donc, qui va sortir, donc les eaux qui se sont réchauffées dans le golfe du Mexique vont sortir en Atlantique, vont traverser l'Atlantique et vont venir jusque dans nos côtes, réchauffer par exemple l'Europe du Nord, le sud du Groenland, l'Islande, etc. Donc c'est une des interprétations, je ne dis pas que c'est la vérité, mais en tous les cas c'est une des interprétations qui a été mise en place. Alors, vous allez me dire, oui mais il est fatigué le pauvre garçon, parce que là il nous parle d'un courant chaud, et puis la courbe, il nous parlait de valeurs isotopiques qui allaient plutôt vers des valeurs fortes, c'est-à-dire beaucoup plus de glace, donc on pourrait croire à des températures plus froides alors sur la planète. C'est un peu paradoxal, mais en fait, pour fabriquer de la glace c'est de l'eau, et pour fabriquer de la glace, il faut de l'humidité. Et l'humidité, elle provient de l'évaporation de l'océan, et plus vous avez un océan chaud ou des courants d'eau chaude, plus vous allez fournir à l'atmosphère une humidité importante. Et donc, certains disent effectivement que la création, la fermeture du passage de Panama et la création donc, de ce fameux Gulf Stream, de cette fameuse dérive nord-atlantique de surface,
va contribuer à apporter beaucoup d'humidité, en particulier au-dessus du Groenland, et donc contribuer, cette humidité en arrivant sur le Groenland, qui est quand même assez au nord, donc avec des températures atmosphériques relativement froides, va contribuer à construire une calotte de glace plus importante à ce moment-là, et donc du coup, ce qui pourrait expliquer la chute, l'augmentation du delta 18 et la prise en glace. Cette courbe-là, c'est exactement la même que celle que je vous ai montrée précédemment, sauf qu'elle est inversée. Vous avez ici le delta 18 des foraminifères benthiques, valeur plutôt forte vers le bas, valeur un peu moins forte vers le haut, et puis l'âge ici. Et donc on voit bien qu'effectivement, ces variations, vous avez des valeurs aux alentours de 3 pour 1000 en benthique, eh bien, va s'accentuer par à coup, avec des périodes glaciaires et interglaciaires qui vont s'accentuer de plus en plus pour atteindre des valeurs effectivement beaucoup plus fortes en delta 18 benthique. Donc voilà. Alors on pourrait effectivement aussi faire un zoom sur ces périodes glaciaires interglaciaires et on voit bien que l'on a une succession, on passe d'une période glaciaire à une période interglaciaire avec un changement de volume de glace qui semble bien influencer le delta 18 des foraminifères benthiques. Tout va bien, on a interprété la courbe, on est content. Ouais, mais il n'y a pas que ça, on peut peut-être aller un petit peu plus loin. Alors, juste une terminologie qu'on utilise et que j'utiliserai aussi peut-être un petit peu, c'est que les océanographes qui ont mis au point ces courbes isotopiques, alors c'est des courbes isotopiques delta 18 benthiques, on est d'accord, qui ont été mises en place, qui ont été découvertes dans plusieurs carottes partout dans les océans. Et ce que les gens ont fait, c'est qu'ils ont fait une compilation de plein de courbes isotopiques delta 18 benthiques de par le monde. Alors, et puis ils en ont fait une courbe de référence qui est prise comme courbe de référence de variation glaciaire, interglaciaire, glaciaire, interglaciaire, glaciaire, interglaciaire. Ils ont rappelé d'ailleurs ces périodes glaciaires, interglaciaires, ils ont ces intervalles avec des forts delta 18 ou des faibles delta 18, ils les ont appelés les Marine Isotopic Stage, ou MIS, avec des chiffres pairs pour les périodes glaciaires et des chiffres impairs pour les périodes interglaciaires. Ça, c'est de la terminologie. Alors, on peut vérifier ça. Est-ce qu'on s'est trompé? Est-ce que le signal, finalement, de température de fond des eaux de fond ou le signal des salinités des eaux de fond n'est pas si négligeable que ça? Si c'est le cas, effectivement, le delta O18 benthique ne rendrait pas tout à fait compte du véritable volume de glace continentale. Est-ce qu'on a un moyen de le vérifier? Ben oui, souvenez-vous, la fonte ou la prise en glace continentale a comme deuxième conséquence l'élévation du niveau marin. Et ça, on peut le vérifier par d'autres archives géologiques, typiquement les coraux. Les coraux de surface, alors je ne vais pas parler des coraux de fond, qu'on a découvert récemment, mais les coraux de surface, en tous les cas, semblent vivre dans les eaux de surface. Les eaux de surface, ils ont besoin de lumière, ils ont besoin d'eau chaude, etc. Et alors du coup, quand on va se balader dans des îles paradisiaques, et que l'on retrouve des terrasses coralliennes qui sont actuellement à 100 mètres au-dessus du niveau de la mer, ou si vous prenez votre combinaison de plongée, que vous plongez dans ces eaux magnifiques, bleu turquoise avec un petit poisson, et que vous voyez des terrasses coralliennes à 120 mètres par le fond, sous le niveau marin, ces terrasses se sont donc développées à une époque où le niveau de l'eau était soit 120 mètres plus bas, soit 120 mètres plus haut. Donc on a un moyen de vérifier que notre courbe delta O18 benthique correspond bien à un volume de glace en faisant le lien avec l'élévation ou la diminution du niveau des mers. Et c'est ce que certains ont fait. Et du coup, voilà la même courbe isotopique delta O18 benthique. Et toutes les petites croix que vous avez, eh bien, ce sont des données de coraux, alors d'élévation de ces coraux. Et effectivement, on voit une assez bonne correspondance. Alors en plus, sur la dernière période, les derniers 20 000 ans, on a un certain nombre de données qui semblent tout à fait correspondre à la courbe isotopique. Ça veut dire que, effectivement, même si on s'est trompé un peu, même s'il y a des incertitudes de température et de salinité, elles peuvent être négligeables si on prend, vous voyez, à peu près 5 à 10 mètres d'incertitude sur l'élévation des mers. Donc, voilà au moins un paramètre, voilà au moins une mesure delta O18 sur les foraminifères benthiques qui semble bien correspondre à un paramètre climatique important, glaciaire ou interglaciaire.
Alors c'est la même chose, mais sur une période de temps plus longue. Hein. Là, par exemple, vous avez aujourd'hui, là c'est sur les 450 000 dernières années, avec pareil les stades isotopiques qui sont notés, 2, 3, 5, etc. Et puis toujours pareil les coraux avec deux autres courbes, donc courbe de Shackleton, la petite bâtie de Shackleton, et puis la compilation faite par Claire Valbroek. Autre courbe, on va passer, c'est toujours un petit peu la même chose, des courbes isotopiques qui du coup vous permettent de vous repérer dans le temps. Vous faites une campagne océanographique, vous prenez une carotte, vous mesurez le delta O18, il suffit de prendre des courbes de référence. Alors je vous ai parlé de SpecMap, il en existe d'autres, LR04 en est une assez récente que l'on utilise pour caler. Donc ça c'est une courbe isotopique obtenue en Atlantique équatorial par exemple. Et vous voyez qu'on a une bonne corrélation avec cette courbe de référence, donc on peut se repérer dans le temps. Vous avez une certaine variabilité, oui pardon, on peut revenir, mais ça je pense que je vais aller très vite parce que je pense que tout le monde connaît ça. Ces fameuses variations de volume de glace glaciaire interglaciaire, alors qu'ils sont repérées, les interglaciaires sont aussi repérés par des bandes plutôt rouges ou orangées, ça sent orangé. Ce sont les périodes glaciaires et puis ça arrive à une certaine cyclicité. Et cette cyclicité glaciaire interglaciaire, et je pense que tout le monde le sait, est liée à l'insolation, c'est-à-dire l'énergie que la Terre reçoit, et ce sont les fameux paramètres astronomiques de Milankovitch que vous connaissez sans doute, donc je ne vais pas m'appesantir dessus, l'excentricité, l'obliquité et la précession qui vont rythmer un petit peu ces périodes glaciaires interglaciaires. Je suis très donc, on va revenir, on a vu le signal deltoïde benthique, maintenant on va s'intéresser plutôt à celui du planctonique. Alors le planctonique, le problème c'est qu'à une mesure, il y a trois incertitudes, enfin trois valeurs inconnues. Enfin, plus que deux finalement, puisque on peut avoir le volume de glace à travers le deltoïde benthique. Donc si vous prenez une couche de sédiment, vous mesurez le deltoïde benthique, le deltoïde planctonique. Si vous faites le deltoïde planctonique moins le deltoïde benthique, vous vous affranchissez du volume de glace et vous n'avez plus que deux paramètres, la salinité et la température. Oui, mais comme on est capable aussi de reconstituer la température par d'autres biais, d'autres phénomènes, on est capable du coup d'avoir une estimation des salinités locales à l'endroit où vous avez pris votre carotte. Alors un exemple, pour finir, donc cet exemple c'est une carotte qui a été prise au large de la marge ibérique. Alors pourquoi c'est intéressant? Justement parce qu'on est dans cette boucle-là d'océan de surface qui va plonger et puis qui va créer une circulation profonde, importante, et on est juste dans cette zone-là, donc ça peut être intéressant. Donc on a analysé sur cette carotte un certain nombre de choses. Donc en gros, c'est une étude qui couvre les 20 000 dernières années. Donc en gros, le dernier maximum glaciaire, la dernière période glaciaire. Et puis toute cette période-là, c'est l'Holocène. Cette courbe-là, c'est une courbe issue des glaces du Groenland. Et ça va nous servir de référence pour savoir à peu près où on est. Donc l'Holocène, période interglaciaire, et puis là, le dernier maximum glaciaire à peu près. Alors, on a fait le delta O18 planctonique sur cette carotte-là, c'est la courbe en bleu qui est ici. Des valeurs plutôt faibles en haut, plutôt fortes en bas. Et puis on a aussi compté l'abondance d'un foraminifère particulier, Pachyderma sénestre, qui est plutôt abondant lorsque les eaux sont très froides. Alors qu'est-ce qu'on remarque sur cette analyse? Eh bien, on remarque un pic d'abondance de ces pachyderma froides, d'eau froide, à une certaine période de l'enregistrement. Et puis ça correspond à une valeur relativement forte du delta O18 planctonique. Bon, alors on pourrait penser que, et ça arrive aux alentours de 15 000, 17 000 ans. Bon, donc là, ça veut dire qu'on est dans une période très froide. Ah d'accord, donc on est peut-être dans le dernier maximum glaciaire, là où il est vraiment très très froid. On passe, oui, ça va être plus rapide, ça aussi. Maintenant, on peut faire la même chose, on peut essayer aussi de calculer l'anomalie, c'est-à-dire faire deltoïde planctonique moins deltoïde benthique, et puis on aura du coup une anomalie que l'on peut interpréter donc, en termes de salinité et température, mais si on a une possibilité de récupérer la température par ailleurs, eh bien on va être capable de reconstituer les salinités.
de l'océan à cet endroit. Alors, ça c'est une étude, une compilation qui avait été faite par Jean-Claude Duplessis en 1991 déjà, et qui avait calculé les anomalies, justement, en prenant plusieurs carottes. Donc, l'étude récente, que je vous montre, elle est quelque part par là. Et vous voyez globalement que ici, on a des valeurs négatives de cette anomalie, d'accord ? Ici, des valeurs relativement proches de 0, et puis là, des valeurs assez fortes. Donc nous, on se situe ici. Donc on mesure les températures, d'accord ? On extrait de notre signal planctonique en bleu, on extrait la température, et on trouve un signal résiduel que l'on va interpréter, je ne vais pas faire ça quantitativement, mais en tous les cas, en termes de variation de salinité. Et alors, très bien, ça veut dire que en bleu, là, c'est ce que l'on aurait repéré comme étant le dernier maximum glaciaire. Donc des températures très froides, oui, ça se confirme, des salinités très froides, tout va bien, mais on n'est pas dans le dernier maximum glaciaire. Si on en croit un certain nombre d'études, vous avez une définition précise de l'intervalle correspondant au dernier maximum glaciaire, qui est aux alentours entre 19 et 24 000 ans. Alors, ce sont des âges calibrés. En HC14, ça correspond à 16 000, 19 000 ans. Donc, on va prendre ces références-là, on va les mettre sur notre courbe. On peut passer. Non, quoi qu'on ne peut pas passer, désolé. Ce dernier maximum glaciaire, en fait, il est compris entre deux événements assez connus qui sont des événements d'Heinrich. Alors, les événements d'Heinrich, c'est des débâcles d'iceberg. Il y a eu des événements assez catastrophiques où, assez soudainement, la glace qui se trouvait au Groenland a fondu. Donc, on a eu des icebergs qui sont arrivés en Atlantique Nord. Et l'arrivée de ces icebergs en Atlantique Nord a provoqué deux conséquences, des températures très froides, mais aussi des salinités très basses. C'est de l'eau douce, l'iceberg, qui arrive en Atlantique Nord, et donc on s'attend à avoir une baisse des salinités lors de ces événements d'Heinrich. Donc il y a plusieurs événements d'Heinrich qui ont été repérés dans des carottes. On peut passer. Voilà un peu à quoi ça ressemble. L'iceberg fond. En raclant le sol, il a emporté avec lui des petits cailloux du continent, et puis lorsqu'il va fondre, il va déposer ces petits cailloux au fond de l'océan, et c'est ces cailloux-là qui définissent justement ces limites stratigraphiques des événements d'Heinrich de façon très précise. Alors si on reprend ça, et que l'on applique à notre carotte, voilà ce que ça donne. Alors du coup, on s'était trompé, ça, c'était pas le dernier maximum glaciaire, c'était un événement d'Heinrich, puisque c'est les salinités les plus basses que l'on obtient, elles sont ici. Et ça correspond effectivement à des températures très basses, que l'on voit dans la courbe de température de Paquillara, mais en tous les cas, ce n'est pas le dernier maximum glaciaire, ça c'est un événement d'Heinrich. Le dernier maximum glaciaire, il est un petit peu avant, si on en croit la définition, l'épilogue, les limites définies pour le dernier maximum glaciaire. Bon, pourquoi pas, ça correspond bien à une chute d'iceberg, baisse des salinités, baisse des températures. Mais alors qu'est-ce qui se passe lors du dernier maximum glaciaire? Le dernier maximum glaciaire, c'est un dernier maximum très froid. La planète était très froide. D'accord. Je suis très bavard. Donc le dernier maximum glaciaire, normalement, on s'attend à des températures très froides. Ouais, il y a un petit problème. Les températures de l'océan sur la marge ibérique à ce moment-là sont quasiment équivalentes aux températures d'aujourd'hui. Ça marche pas si bien que ça, en fait, le delta O18, on a un petit problème. Ça vous paraît logique que les températures de l'océan de surface sur la marge ibérique au dernier maximum glaciaire soient identiques, quasiment, un petit peu plus là, c'est relativement chaud, il y a un truc qui colle pas là. Et en fait, c'est pas si logique que ça. Si on reprend les reconstitutions, alors, on va passer vite parce que je suis en retard, mais encore. Si on reprend les reconstitutions faites sur plusieurs carottes de l'océan de surface et des températures, ça c'est les reconstitutions des températures de l'océan de surface lors du dernier maximum glaciaire, on s'aperçoit qu'on n'est pas si, c'est pas si incohérent que ça, puisque vous voyez qu'ici on a une température relativement froide, et puis ici vous avez une poche qui est à 18 degrés. À 18 degrés, c'est chaud quand même. Donc au dernier maximum glaciaire, c'est curieux, on a une poche d'eau chaude en surface là, sur la marge ibérique. On peut expliquer ça? On peut le vérifier aussi avec la salinité, mais je vais passer vite, ça sera. Donc ça, ce sont toujours pareil les reconstitutions de salinité. Et si vous regardez un petit peu
j'ai mis en bleu toutes les zones où la salinité était, où les salinités variaient le plus. Et bien on se rend compte que ces salinités varient le plus de ce côté-là, et donc du côté aussi de la marge ibérique. Alors, comment on peut expliquer tout ça? Eh bien, tout simplement, lorsque vous avez le dernier maximum glaciaire, vous avez une prise en glace. Donc les eaux, effectivement, sont froides. Certaines eaux sont froides, et donc vous avez une banquise qui va se former en Atlantique Nord. Et lorsque vous avez une fabrication de banquise, vous le savez sans doute, vous allez chasser toute l'eau qui était dans... tout le sel, pardon, qui était dans l'eau de mer qui a gelé. Et sous la banquise nouvellement formée, vous avez une couche très riche en sel. Donc on a chassé tout le sel, la glace c'est plutôt de l'eau douce, et donc du coup cette augmentation de sel juste sous la banquise nouvellement formée, ça va densifier les eaux. Donc on va accélérer le plongement d'eau profonde en Atlantique Nord par ce phénomène de prise en glace, de formation de banquise. Sauf que, faites très attention, il faut avoir forcément une formation saisonnière, c'est-à-dire que chaque année il faut avoir fonte et apparition de la banquise pour pouvoir densifier les eaux, pour pouvoir accentuer le plongement d'eau profonde. Si par exemple vous avez de la banquise qui est pérenne, qui reste, comme disent les Canadiens, à l'année longue, au même endroit, et bien à ce moment-là, vous n'avez pas de variation de salinité. D'accord ? Et du coup, certains peuvent interpréter ça. Ça, c'est la situation, j'allais dire, actuelle. Quelle était la situation au dernier maximum glaciaire? Eh bien, on avait une prise en glace que l'on peut voir à travers à la fois la salinité et les températures ici. Et donc le front polaire, la banquise, au lieu de se former quelque part par là pour accélérer la formation d'eau profonde quelque part par là, eh bien, était beaucoup plus bas en latitude et pouvait se former quelque part par là. Et du coup, l'eau de surface qui arrive, qui je vous rappelle vient du Gulf Stream, hein, donc qui est plutôt chaude, au lieu de déverser toute sa chaleur côté Europe du Nord, elle déverse toute sa chaleur beaucoup plus bas côté marge ibérique. Ceci pourrait expliquer cette poche d'eau chaude que l'on remarque lors du dernier maximum glaciaire sur la marge ibérique. Donc on n'était pas si faux que ça. Je crois qu'il me reste 2-3 transparents. Ça devrait aller. Oui, on va passer très vite. On peut vérifier ça avec du delta C13. C'est pas grave, on le verra. Peut-être que Catherine en parlera d'ailleurs. Bah non, parce que je croyais que tu allais en parler. Ah, bah oui, mais je suis trop bavard, désolé, c'est de ma faute. On en parlera au champ de course demain si vous voulez pour le delta C13. C'est en faisant le delta C13 des foraminifères, on est capable de vérifier quelque part l'activité, le plongement de ces eaux profondes. Donc on va passer vite, on le fera demain en champ de course si on a le temps. Juste pour, donc le delta C13 était un moyen de vérifier cette circulation profonde. Et je vous ai montré très rapidement, j'espère que les paléocénographes ne se sont pas trop ennuyés ou excuseront les erreurs et les incertitudes que je n'ai pas eu le temps de développer, que je développerai par contre demain. Le delta 18 du coup des foraminifères peut être très utile pour reconstituer à la fois les variations du volume de glace global, des salinités, quantitatifs, qualitatifs, on verra ça demain, et également des températures de l'eau. Alors attention, effectivement il y a de grosses incertitudes à la fois sur toutes ces reconstitutions, à la fois des températures de surface, du volume de glace. On a vu, hein, les croix des coraux ne correspondent pas tout à fait à la courbe benthique. Sur la salinité, c'est encore pire. C'est lié à quoi? Les foraminifères, ce sont des organismes. Et leur fractionnement isotopique dépend de plein de paramètres. Il y a des effets vitaux. Chaque espèce va fractionner différemment. Il y a les liens entre le delta oxyde de l'eau et les salinités, qui n'est pas forcément linéaire, etc., etc. Toutes ces incertitudes-là, on les prend en compte évidemment quand on fait des études paléocénographiques, et on verra tout ça demain pour ceux qui viendront donc au champ de classe, où on travaillera sur ces incertitudes-là. Et alors, juste pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche pour demain, passons. L'une des dernières techniques qui est actuellement développée pour préciser un peu ces incertitudes et sur lesquelles pas mal de gens mettent pas mal d'espoir, c'est ce qu'on appelle les isotopologues ou les clump isotopes. En gros, au lieu de regarder individuellement le delta O18 des foraminifères, eh bien on va regarder la molécule carrément de calcaire et on va regarder les deux isotopes en même temps. C'est-à-dire qu'on va regarder la molécule qui contient à la fois du C13 et de l'O18, c'est-à-dire la molécule la plus lourde. Et on va regarder la proportion de ces coquilles qui sont le plus lourdement chargées isotopiquement. Eh bien, apparemment,
dépendrait directement de la température de l'eau et permettrait de s'affranchir de tous les effets vitaux, biologiques, etc. Et donc on aurait juste une signature de la température environnante. Et donc c'est pour ça que c'est un bel espoir pour préciser un peu ces incertitudes-là. Je suis désolé, j'étais très rapide, mais c'est mon dernier transparent. Merci, et si vous avez des questions, n'hésitez pas.